Bonsoir à tous, chers auditeurs, chers auditrices, et bienvenue au Big Five, votre rendez-vous football chez la radio Armada. On se retrouve pour une toute nouvelle émission. Voilà, on continue encore sur nos émissions de débat. Voilà, on peut parler des 5 grands championnats comme d'habitude. Et j'ai un gros plateau. Voilà, un gros plateau bien garni. On va commencer à ma gauche. Comment ça va, Erwin? Bah écoute, ça tranquille et toi? Tranquille, hein. De retour après un petit moment quand même, hein. Bah ouais, depuis je me faisais attendre, on va dire, mais maintenant je me suis dit, bah là cette fois-ci, je m'arrange pour venir, donc normalement il n'y a pas de problème, donc on est là. Abdou, comment ça va? Bah ça va, et je tenais à dire, monsieur le présentateur, que votre flow vous fait vraiment... C'est Vous êtes vrai, vraiment un mignon garçon avec cette petite la veste petite veste, Bombers. etc. Ça change du costard en temps normal, Ouais, donc j'en ouais. avais marre, Ici on c'est aime chaud, bien. vas-y, ça y est. Les filles qui passent par là, n'hésitez pas à lui envoyer un DM. Ouais, ça doit être ça, ouais. L'aigreur. Ça doit être ça. Comment ça va, Imran? Écoute, ça va, je suis accompagné d'un plateau en or. Comment ne pas aller? Ça va super. Et Timothée, 3 fois d'affilée, comment ça va? Ouais, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir d'être là, des bons sujets, des bons chroniqueurs. Non, on va passer un bon moment, je pense. Bon Ouais. sujet. Oui, Ça oui. dépend. Oh, mais commence ça pas. dépend. Attends, l'émission va un peu de commencer, commence déjà à se plaindre ce mec. Et je me plains pas. Oh. J'ai mis des réserves, c'est pas pareil. Y a- Le match déségré entre Swakata et Abdou, qui va gagner? Réponse aujourd'hui. Ça t'arrive d'être de bonne humeur pour une fois dans ta vie quand même? Regarde, je souris. C'est bon, là on est bon, on peut démarrer. Les gars, on va faire la pause, soyons heureux. On va commencer bientôt un beau petit programme. Voilà, un beau petit programme, que ça te plaise ou non. Le programme est bien croustillant. Donc, comme je t'avais dit, on va parler de Liverpool et on va quand même en parler, puisqu'on a parlé de City, on a Ouais. parlé de Manchester United, on a Ouais. parlé d'Arsenal, Ouais. on a parlé des plus grosses équipes Ouais. du Big Six, sauf Tottenham, parce que ça compte Et pas. pourquoi tu mentionnes pas Mais nous on n'est Chelsea? même pas dans le Big On a Six. parlé de On a Chelsea parlé de aussi. Chelsea, ouais, on a c'est parlé vrai. de Chelsea. Mais on Je n'est pas parle dans le du Big Six. Je parle du Big Six historique. Je parle pas de cette Ah, saison. vous y êtes, hein. Ouais, mais Et t'as maintenant, vu, vous y êtes. Arsenal, on vient, on en reparle, parce que t'as vu, ça y est, là, ils vont vers le titre, là. Oui, mais on en parlera, parce que le Big Five n'a pas encore fait de poison du Big Five n'est pas encore passé. Mais là, On je va suis en pas reparler. d'accord, parce que l'émission, c'est le Big Five, et là, Mhm. tu nous parles de Big Six. Mhm. Ou tu mens aux abonnés, en gros. En c'est ça. Angleterre. Ouais, mais tu es d'accord. Ah. On parle de l'Angleterre, on parle pas d'ici quand même. Non, mais Oui. d'accord. T'as Reprenez compris. juste que votre présentateur, là, bizarre. Si tu veux. Jingle Liverpool. Alors, on l'a vu, comme disait Imran en off, le goal de Gelsenkirchen, comment tu dis? Le gogol de Gelsenkirchen. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en penser, Liverpool? Est-ce qu'on arrive petit à petit sur la fin d'un cycle et est-ce que Klopp c'est l'homme de la situation? La fin du cycle traîne depuis 2020. On Ouais. est en 2023 et presque rien n'a changé, que ce soit au niveau de l'effectif, à part un secteur, le secteur offensif. Jürgen Klopp qui a du mal à se réinventer, à changer de système tactique. Les rares coups qu'il a tentés, ben, finalement, il n'a pas donné suite. Où est passé Fabio Carvalho? On l'a recruté. C'est un très très jeune talent qui est incroyable. Ça fait depuis novembre qu'il ne joue plus. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ah si, il a joué en décembre lors de la défaite en League Cup contre Manchester City. Et après, plus rien. Et j'aimerais savoir sincèrement pourquoi, parce que on a besoin d'un élément au frais, jeune, neuf. C'est un numéro 10. On a besoin de passer en 4-2-3-1. On a besoin de changer de système, parce que le 4-3-3, on est beaucoup trop prévisible. Parce que ce 4-3-3 là, tout le monde arrive à nous lire, tout simplement. Et le meilleur moyen, je pense que le match qui l'illustre le mieux, c'est peut-être la dernière confrontation contre le Real Madrid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tu peux mettre une intensité, une pression qui va déranger et choquer le monde, mais aujourd'hui, on n'a plus les cannes qu'on avait en 2019 ou en 2020, voire même en 2021 si on tire un peu sur la corde. 2 ans plus tard, rien n'a changé dans le secteur clé qui est ton milieu de terrain. On sait qu'il y a des gens qui doivent partir, on sait qu'il y a des gens qui sont censés arriver. Maintenant, qui, quand et comment, surtout avec quel argent, puisqu'on n'est pas décidé à investir, là est la question. Et par rapport à ça, est-ce que pour vous, Klopp c'est encore l'homme de la situation actuellement? Oui, mais il faut absolument que Klopp soit suivi de ses dirigeants. Parce que les dirigeants, c'est bien beau, l'économie, c'est bien beau, le fait de ne pas investir, de vouloir être économe sur le mercato. Mais encore une fois, tu te retrouves avec un effectif qui est quasiment le même depuis 4 ans. Depuis 2018-2019 jusqu'à cette confrontation contre le Real, je ne vois pas de grands changements dans le 11. Il y a toujours Van Dijk en défense, il y a toujours Henderson au milieu de terrain qui est là, il y a toujours Fabinho qui est là, Mohamed Salah qui est le seul qui est bon est toujours là. Aujourd'hui, cette équipe-là, on est en train de presser une orange qui est déjà totalement pressée. Et j'ai l'impression que Klopp, mais aussi les dirigeants, et surtout les dirigeants, sont en train de suruser une équipe qui est déjà morte. Toi, t'étais pas d'accord, Timothée, par rapport à ça? Je pense qu'au bout d'un moment, il y a une remise en question qui n'a pas été faite.
vis-à-vis de Klopp et de son effectif et même de la mentalité de l'équipe. Ça fait maintenant, je crois, quasiment un petit peu plus de 7 ans que Klopp est arrivé au club. Ça va faire 8 ans en octobre. Il a tout changé. Il a honnêtement tout changé. Il a remis Liverpool à la place qui est la sienne. Mais au bout d'un moment, voilà, comme tu l'as dit très justement, et je suis à peu près d'accord sur la périodisation que tu as utilisée, ça fait depuis 2020 que rien ne va en fait à Liverpool. Alors oui, tu as un effectif qui reste quand même qualitatif, donc qui peut pallier certains manquements dans le jeu ou même dans le recrutement. Mais là, on voit que ça s'essouffle. Alors Liverpool, sportivement parlant, cette saison n'est pas encore totalement mort. La Ligue des Champions, voilà, ça sert à rien de mentir. Ils vont pas se qualifier selon toute vraisemblance. Ils peuvent encore aller chercher le top 4. Mathématiquement parlant, c'est tout à fait possible. Ils sont pas si loin que ça de Newcastle et de Tottenham. Là, je crois qu'ils sont 6e à 5 ou 6 points du top 4. Donc, ça reste tout à fait envisageable. Avec des matchs en retard par rapport à Newcastle et par rapport à Tottenham. Il y a un match en moins, je crois, que Tottenham et Newcastle. Il y a 2 matchs de retard par rapport à Tottenham et je crois qu'on en a un d'avance sur Newcastle parce que du coup, ils ont joué contre vous la semaine dernière. C'est ça, ouais. Donc, ça reste tout à fait possible. Mais je pense qu'il faut vraiment un grand changement, que ce soit dans l'effectif et même en dehors. Et je pense que il faut que Klopp parte parce qu'à mon avis, il y a déjà eu des signaux qui auraient dû l'alerter sur le fait de réellement changer la constitution de son jeu, la constitution même de son équipe. Et là, ça va plus. Ça va plus. On a une équipe qui décline, qui a toujours les mêmes, peu ou prou, les mêmes titulaires qui ne sont plus au niveau qui était le leur quand ça marchait bien. À mon avis, il faut la fameuse grande razzia estivale qu'on annonce souvent au PSG, il faut aussi qu'elle ait lieu à Liverpool, je pense, cet été. Toi, Erwin, t'en penses quoi par rapport à Jürgen Klopp? Pour moi, je pense que c'est terminé. Mais j'ai envie de te dire que après qu'ils aient remporté la Première Ligue en 2020, si je me trompe pas, je pense qu'on était tous d'accord pour dire que il y a un cycle en fait qui commençait à se créer dans le sens où tu sentais que les joueurs étaient de moins en moins bons. Après la saison 2020-2021, c'était une catastrophe. Mais après, il y a eu les blessures aussi, notamment les ruptures des ligaments croisés pour Van Dijk et puis pour d'autres joueurs qui n'ont pas forcément aidé. Mais après, le problème, c'est que l'effectif de Liverpool s'est un peu appauvri au fur et à mesure parce que tu en as certains qui étaient moins bons et d'autres qui étaient beaucoup blessés. On pense notamment au secteur offensif. Tu parlais tout à l'heure, mais par exemple, Jota, voire même Diaz, ils sont encore blessés. Alors, Diaz n'est pas constamment blessé, c'est la première grosse blessure de sa carrière. Et Jota, là, il est revenu contre Everton, du coup. Et en fait, le problème, c'est que déjà, on n'est pas épargné par les blessures. Et finalement, ce qui symbolise le mieux Liverpool, au-delà de Jürgen Klopp, pour moi c'est Alex Oxlade-Chamberlain et Thiago Alcantara. C'est-à-dire que ce sont 2 milieux de terrain au profil plutôt différent, mais qui ont incarné ce qui était nécessaire au jeu de Klopp et les nuances qu'il a apportées au fil du temps. C'est-à-dire qu'au tout départ, quand on avait ce jeu de transition très électrique, où on faisait vraiment peur à tout le monde, et là au passage Liverpool était le plus beau à avoir joué pour moi, t'avais Oxlade-Chamberlain qui incarnait ce milieu-là, mais depuis les croisés, il n'est plus revenu et il fait que de rechuter, que de se reblesser, c'est terrible. À côté, tu as essayé de mettre un peu plus de possession de balle et c'est là où Thiago Alcantara est extrêmement pertinent. Il est toujours au niveau, mais lui aussi fait que constamment se blesser. C'est aussi pour ça qu'on parle énormément de Jude Bellingham du côté de Liverpool, parce qu'on a besoin de ce milieu-là qui saura être l'entre-deux parfait entre Thiago et Oxlade-Chamberlain. Maintenant, un autre souci majeur, c'est est-ce que Klopp est l'homme de la situation ? Moi, je le pense. J'aimerais voir Jürgen Klopp quand on lui a donné les éléments qu'il faut pour briller, quand on lui a donné un véritable mercato et pas juste des investissements ici et là, une signature tous les 2-3 ans. Derrière, il a remporté Champions League et l'APL. Concrètement, quand on a été, c'est tout bête, mais en 2018, tu regardes, on a été chercher Van Dijk en hiver et l'été, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher Xherdan Shaqiri, tu vas chercher la Champions League juste après. Tu as besoin de ces signatures-là pour à la fois être compétitif et surtout compléter ton banc. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu regardes ton banc, il n'y a aucune alternative. Liverpool n'a pas de banc, mais c'est surtout que, après, moi, le truc qu'on parle de Jürgen Klopp, c'est tu vas le remplacer par qui en fait ? Parce que c'est bien beau de dire que maintenant qu'il faut faire partir, mais aujourd'hui, il y a qui sur le marché qui pourrait remplacer C'est pour ça. Ton chouchou, Thomas Tuchel. De demeurer de Krombar, sûrement. En soi, ce serait pas une mauvaise idée, mais c'est aussi pour ça que je te dis que je voudrais voir Klopp avec un mercato qu'on lui a vraiment donné, avec des investissements qui ont été vraiment faits, parce que finalement, il a fait des miracles avec un matériel qui n'était pas vraiment destiné à la base pour les sommets qu'il a atteints. Bon courage aux investisseurs de dire ça, parce que quand on sait que FSG, c'est pas franchement les premiers en termes de dépenses. On est d'accord. D'ailleurs, la licence de baseball dont ils sont les propriétaires,
eux-mêmes se plaignent du manque d'investissement, comme quoi on n'est pas tout seul dans notre galère. Mais voilà, ce que je voulais souligner absolument, c'est que même s'il y a énormément d'améliorations à faire, il n'y a pas tout qui est à jeter non plus. Normalement, cet été déjà, dans le sens des départs, il y aura énormément de mouvements. On a déjà appris que Roberto Firmino ne va pas prolonger, donc il ira au bout de son contrat. Une page se tourne. Clairement, c'est une légende du club qui s'en va et je voudrais lui rendre un petit hommage d'ailleurs parce que c'est mon joueur brésilien favori tout simplement. Il m'a fait rêver sa saison 2017-2018, ses grands classiques, ses matchs contre Arsenal en Ligue des Champions. Il est énorme, il est monstrueux. Pour moi, c'est le meilleur Brésilien des 5-6 dernières années. J'ai pas peur de le dire. Il y a les arguments qui vont pour et qui vont dans ce sens. On a perdu Mané l'année dernière. Il ne restera plus que Mohamed Salah. James Milner devrait partir. Enfin, et c'est même pas pour lui taper dessus que je dis ça, mais c'est juste que quand t'as 37 ans, on t'envoie au charbon en tant que latéral droit pour doubler Trent Alexander-Arnold, c'est compliqué. Néanmoins, s'il pouvait rester dans le staff, parce qu'avec le leadership qu'il a, ça pourrait que nous faire du bien, ce serait vraiment le bienvenu. Il y aura aussi Naby Keita qui va forcément partir. Personnellement, j'aimerais bien le revoir en Allemagne, parce que je pense que c'est le championnat qui lui correspond le mieux. Il y a Oxlade-Chamberlain aussi qui devrait partir. Il y a beaucoup de départs. Il y a beaucoup de départs en prévision. Il y aura des arrivées. On parle de 3-4 très très grosses signatures. Idéalement, j'aimerais voir Jude Bellingham. Pourquoi pas Josko Gvardiol. Manu Koné aussi. Ça peut être très intéressant parce qu'on a vraiment besoin de se renouveler en profondeur, que ce soit au niveau des 6, au niveau des relayeurs. Construire autour de Stefan Bajcetic parce que finalement, non seulement c'est ta satisfaction, mais en plus c'est ton avenir. Et en plus, c'est un joyau ce mec-là. Il est magnifique à avoir joué et vraiment heureusement que lui est apparu et heureusement que Mohamed Salah fait sa saison quand même. Il est moins impressionnant qu'avant mais il est dans les clous et il est dans les chiffres qui sont les siens depuis le début. Imran, par rapport à Liverpool, est-ce qu'on pourrait être sur une sorte de mauvaise passe? On peut dire que voilà, 2-3 saisons où ils vont être un peu dans le creux de la vague ou il y a vraiment un problème de fond avec Liverpool sans que tu parles du FSG parce qu'on va en parler tout à l'heure. Il y a un problème qui est beaucoup plus de fond, c'est un problème d'effectif pour moi. Tout simplement parce que Liverpool, depuis 2020, c'est un citron que tu fais que presser, alors que le citron, il est déjà dans un état désastreux. On parlait de 2020-2021. Cette saison-là aurait dû servir à presque tout raser, à faire partir des Oxlade-Chamberlain, à faire partir des Joel Matip, des Joe Gomez qui ne sont plus au niveau, à mettre un peu plus de concurrence à Alexander-Arnold qui fait que jouer. Et quand il se blesse, tu as encore James Milner en remplaçant. Et l'année dernière, tu avais Neco Williams. S'il vous plaît, Neco Williams. Ensuite, en soi, il n'est pas mauvais. On le voit à Nottingham cette année, il n'est pas mauvais, mais il n'était pas prêt. Il doit s'aguerrir. Il y a un trop gros gap entre les performances d'Alexander-Arnold qui sont quand même assez stables, même si défensivement c'est pas trop ça, offensivement il t'apporte quand même, et entre Neco Williams qui n'a pas la même influence. C'est clair. Et le problème c'est que l'année 2021-2022, ça a été un bien pour un mal. Ça a été un bien pour un mal dans le sens où cette saison-là, il y a eu quasiment le même effectif que lors de la saison du titre 2019-2020, que tout le cycle club. Et cette saison-là, ça a été plutôt une saison où c'est l'orgueil qui a pris le dessus, plus que les qualités dans le jeu de Liverpool. On a vu des joueurs revanchards, on a vu des joueurs comme Van Dijk qui voulaient se racheter, on a vu des joueurs comme Alexander-Arnold qui étaient revanchards après une saison 2020-2021 où il avait été passé au crible. On a vu un Mohamed Salah qui portait l'attaque lui tout seul. Et cette saison-là, on a vu les signes d'un Liverpool qui commençait à s'essouffler parce qu'en fin de saison, sur les 5-6 derniers matchs, Liverpool concédait à chaque fois l'ouverture du score et avait du mal à réellement plier les rencontres. C'était toujours des victoires à l'arraché. Et je pense que cette saison-là, ça a été un bien pour un mal parce que on voit que cette saison, avec le même effectif, le club a dû se dire cet effectif-là a encore de la ressource, a encore de la bouteille, peut-être que je peux en tirer quelque chose. Et aujourd'hui, on voit juste les limites et on voit que la saison 2020-2021 a été une leçon qui n'a pas été apprise de la part de club et aussi de la part des propriétaires, mais ça, on en reviendra. On peut en revenir directement. Je vais t'attendre, Abdo, pour parler des FSG. Toi, Timothée, vu que tu as l'habitude d'avoir des dirigeants un petit peu à la ramasse avec Manchester United ou le PSV, qu'est-ce qu'on peut penser de FSG actuellement? Du FSG, pardon. Je pense que les supporters de Liverpool ont beaucoup de choses à dire en mal de ces investisseurs. Oh oui. On est obligé de parler des mercatos parce que forcément, c'est là où le bas blesse. C'est le problème, je pense, à Liverpool. On n'a pas voulu, on n'a pas su, on n'a pas eu les moyens. En tout cas, les dirigeants n'ont pas donné au club les moyens de leurs ambitions pour renouveler un effectif dont aujourd'hui on voit les limites. Mais je pense que c'est pas maintenant qu'il faut s'insurger contre les dirigeants. Ça doit être, à mon sens, depuis le restart en 2020, où on a clairement vu un nouveau Liverpool émerger et c'était pas forcément une bonne nouvelle.
La première partie de saison 2019-2020 de Liverpool, elle est exceptionnelle. C'est quasiment que des victoires, ils roulent sur le championnat. Et à partir du restart, il n'y a plus rien, il n'y a plus du tout la même attitude. Il y a des joueurs, bon après voilà, il y a eu les blessures qui ont suivi pour clôturer 2020. Mais il n'y a plus du tout ce même état d'esprit qui faisait la force de Liverpool et qui impactait à ce point-là le jeu de cette équipe. Et c'est extrêmement dommage parce que moi, quand je pense à la définition de vrai collectif, de vraie équipe, pourtant je suis supporter de United, donc je les déteste Liverpool. Mais Liverpool, c'est une équipe, le Liverpool de fin 2017 à début 2020. Pour moi, c'est ça une équipe. Et aujourd'hui, là où les dirigeants ont vraiment impacté en mal cet idéal-là, c'est par les mercatos, par cette passivité qui est en train vraiment de ronger le club. Et on le voit encore aujourd'hui. Quand tu alignes l'équipe que tu alignes face au Real, avec tous les problèmes qu'elle a, et que tu n'es pas en capacité de réagir, au bout d'un moment, il faut que les choses changent vraiment. Mais c'est bien de le dire, mais il faut que ça se fasse, tout simplement. J'ai envie de citer plein de joueurs, parce qu'au bout d'un moment, il faut faire quelque chose vis-à-vis d'eux. Mais Van Dijk, il faut quelqu'un pour vraiment le suppléer. Fabinho, moi j'en peux plus. Je trouve qu'il est surcoté, mais comme pas possible. T'as voulu nous le vendre. Hein. Alors arrête de faire Pourtant, tu rigoles, mais il y a eu beaucoup de supporters du PSG qui le voulaient, Fabinho, avant qu'il parte. Aussi. En 2017. Totalement. Ouais, en 2017, on aurait même dû l'acheter. Mais Fabinho, dans tous les grands matchs de PL depuis 2 ans, il est dans la poche du milieu défensif adverse. Surtout depuis la fin de saison dernière. Vraiment, sa blessure à Villa, ça l'a... C'est n'importe quoi. Contre Kovacic, contre Kanté, contre le Real, c'était peut-être encore pire, même la niaque, etc. Et ça, j'ai l'impression que les dirigeants passent totalement à côté de ces manquements-là. C'est un petit peu comme Klopp qui ose peut-être pas remettre en question fondamentalement son système et ses idées. Les dirigeants veulent pas remettre en question le même modèle. remettre son effectif en question. Totalement. Il y a rien qui bouge. Il y a absolument rien qui bouge. Alors il y a des recrutements qui ont été faits. Il y a eu Gakpo récemment, Diaz, Jota, mais au milieu et en défense, c'est n'importe quoi. Par exemple, à la base, tu parlais de quelqu'un qui peut pour compléter Van Dijk, mais à la base, il y a un certain Konaté qui est présent. Konaté, mais sauf que le problème, c'est que cette saison, Konaté, il se blesse beaucoup. Tu vois, donc, et même quand il n'est pas blessé, en Big 2023, tu as parlé de renouvellement, mais si en Big 2023, tu fais confiance à Matip et Joe Gomez. Tu peux pas. Tu peux pas. Gomez, je pense que les matchs de Ligue des Champions, on les a tous vus. Là, c'était chaud. Là. Tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le mur. Gomez qui est rapide sur FIFA. Non, mais il est rapide, mais c'est devenu le nouveau joujou de Mitoma, enfin de tous les attaquants de Première Ligue. Non, mais déjà, je pense que moi, ça me rappelle, je crois que c'était le match de Ligue des Champions contre Naples, le match aller, le 4-1. Mais il faut voir comment il s'est fait massacrer sur son côté. Alors, si tu fais une combinaison Alexander-Arnold et Joe Gomez sur le côté droit, mais ça, c'est l'autoroute, ça. Tu pleures. Mais les supporters de. C'est le périph' à 1h du matin, c'est libre. Voilà, c'est sûr. Mais Kvaratskhelia, il s'est régalé. Mais même, par exemple, tu demandais la valse du départ, mais même Joe Gomez, il doit absolument partir. Depuis 2019, je vois plus. Je vois pas. Honnêtement, depuis 2019, je le vois plus. Mais sincèrement. On l'a jamais vraiment vu en réalité. On l'a jamais vraiment vu. Matip, c'est pareil. Matip, c'était le bon complément de Van Dijk. Mais quand Van Dijk avait le niveau pour être Ballon d'Or, aujourd'hui, Van Dijk ne peut plus s'asseoir à cette table du top 5 des meilleurs défenseurs centraux. Et c'est pas grave, ça reste quand même un excellent défenseur à qui il faut vraiment un bon binôme. On a parlé de Konaté, qui est, je trouve, un défenseur excellent, mais qui malheureusement n'est pas assez fiable du fait de performances en dents de scie quand il est là et du fait de ses blessures. Ses performances ne sont pas en dents de scie. Le problème, c'est juste sa santé. Parce que quand il est là, tu le vois tout de suite, la différence. Et même là, face à Wolverhampton, lors de leur dernier match, la charnière Van Dijk-Konaté, si les deux peuvent rester fit jusqu'à la fin de saison, normalement, ça devrait bien se passer. Je pense j'aimerais même les voir, même la saison prochaine, vraiment tous les deux, tu vois. Mais le problème, c'est ce qu'il faudrait. Le problème, c'est qu'au-delà du FSG, déjà, en fait, il y a deux gros. Il y en a trois. Il y a 3 gros problèmes, il y a 3 axes majeurs à dégager. Le premier, c'est Jürgen Klopp qui ne veut pas se réinventer et qui ne veut pas toucher à certains joueurs. Ça, c'est le premier problème. C'est ça. Le deuxième, il serait temps, avant qu'on aille chercher n'importe quel joueur, il faut absolument qu'on aille chercher un physio. Parce que ce n'est plus possible d'avoir autant de joueurs qui se blessent tout le temps comme ça. Ce n'est plus possible. Tu ne peux plancher sur rien du tout si tu sais que tous tes joueurs vont se péter à chaque fois. Tu as eu des éléments incroyables, mais dont tu as à peine pu tirer le meilleur. Parce que finalement...
Ouais, Naby Keita, Joël Matip, pour moi, c'est les deux qui me viennent en tête. Les deux auraient pu avoir une carrière tellement plus grandiose à Liverpool, mais les blessures les ont vraiment tués en tout point, et c'est en train d'arriver à Diogo Jota, ce que je ne souhaite pas. Et le troisième point, bah ouais, le FSG ne veut pas recruter. Le FSG se gargarise de ce qu'on a fait, et il faut dire un truc aussi, c'est que c'est peut-être la seule chose où j'admire quand même les fans de United, c'est que quand ça n'allait pas, ils sont allés à Old Trafford, ils ont saccagé la pelouse. Ils sont arrivés, ils ont dit les Glazers, dehors. Comme Marseille avec la commanderie. C'est ça, ils ont dit dehors, changez-moi tout ça. Et derrière, ça a bougé. Qu'on le veuille, qu'on aime, qu'on n'aime pas, ça a bougé. À un moment donné, quand on parlait de Super League et tout, les fans de Chelsea, ils ont dit quoi? Jamais de la vie. Ils ont envoyé Petr-Cech au charbon et ça a changé. Depuis, tu dis Chelsea, Super League. Ah non, nous, la Première Ligue, ça nous va très bien. Et le problème, c'est que nos fans, nous, d'accord, c'est bien, you'll never walk alone, mais après, les mecs, faut leur rentrer dedans. Parce qu'il y a que comme ça qu'ils vont comprendre. Évidemment, chaque propriétaire... Mais après, est-ce que le problème, justement, ce ne sont pas le fait que tes supporters se gargarisent sur le truc de ouais, on a vécu ça, on est content et c'est tout. Oui, mais j'y viens. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les gens se gargarisent des derniers succès et les proprios, du coup, n'agissent pas en conséquence. Au lieu d'avoir la dalle, ce qu'il faut dire ce qui est, regarde même Arsenal. Arsenal, il y a 4 ans, jamais tu te serais dit Arsenal passerait devant United. Il y a 4 ans, jamais tu te serais dit Chelsea va passer devant. Mais jamais Arsenal va même lutter pour le titre. Mais même pas ça. En fait, il y a 4 ans, tu regardes Chelsea loin dans le rétro, United loin dans le rétro, Arsenal loin dans le rétro. Il y a que City qui nous regarde en face et qui est à notre niveau. Aujourd'hui, à part Chelsea, bon, c'est un peu plus funky, mais on va en reparler prochainement. Mais Arsenal nous est passé devant. United est en train de nous repasser devant et ça me dégoûte. Je vous le dis, ça me dégoûte. Sachant que vous êtes affrontés demain en plus. Doucement, chef. Doucement. Sachant qu'à Liverpool, Manchester United demain, voilà. On a vu que Anfield maintenant, ça peut être un United va peut-être nous taper, mais j'espère qu'on va gagner au moins la bagarre. C'est pas la question. On préserve son honneur comme on peut. Bah écoute, si tu as... Ouais, mais attends, après, s'il a Milner encore au mitard, voilà. Non, s'il y a Milner, je suis confiant pour la bagarre quand même. Justement, j'aimerais ce que dit Abdou porte un symbole et porte un an. Jordan Henderson. Qu'est-ce que ce mec fout encore titulaire? Henderson, pour tout vous dire, Henderson, ça fait presque plus de 10 ans qu'il est là maintenant. Ouais, il est en 2010-2011, ouais. Il est arrivé en 2011. On est en 2023, il est encore là. Alors, le problème, c'est pas la longévité, c'est qu'est-ce qu'il a donné sur tout ça. Et finalement, à part le pic qu'il a connu sous Jürgen Klopp et peut-être l'année 2013-2014, mais c'est juste un bon joueur de première ligue, sans plus. Aujourd'hui, t'es Liverpool, t'es censé être même pas régulièrement dans le top 4, t'es censé jouer la première ligue chaque année, la Champions League chaque année. Et t'as besoin de milieux de très très grande classe. T'as besoin d'attaquants de très très grande classe. Encore les attaquants, ça peut aller, tu vois. Cody Gakpo, je pense que ce sera peut-être l'héritage tactique de Roberto Firmino et c'est pour ça qu'il joue autant dans l'axe et on déporte Darwin sur le côté. Darwin Núñez, je suis convaincu que lui ça va fonctionner et voilà, normalement si tout se passe bien, ça va bien péter comme il faut. Mohamed Salah est toujours là, Luis Diaz devrait bientôt revenir, Diogo Jota aussi. Le secteur offensif, on l'a vu finalement, c'est le secteur qui donne peut-être le plus satisfaction avec Alisson cette saison. Et c'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que c'est l'effectif que tu as le plus renouvelé sur les 2 dernières années. À gauche, c'est pareil. Quand Robertson est moins bon, t'as un Kostas Tsimikas qui peut sortir du banc. Et lui, il a la dalle d'un titulaire. C'est pour ça que Robertson est aussi fort et que c'est le meilleur latéral gauche au monde. Parce qu'il a un mec derrière qui peut jouer titulaire. Il a un mec qui le pousse et c'est très bien. Dès qu'il est un peu moins bon, on va mettre le remplaçant. Il va se dire, moi, remplaçant. Et là, t'as son orgueil qui revient et tout. Et il arrive, il fait ce qu'il a à faire. Et elle est là, la grande différence. C'est que si on avait cette concurrence saine à tous les postes là, la fortune de Liverpool serait carrément différente, tu vois. Et c'est ça le vrai problème. C'est que le FSG n'investit pas tant quantitativement que qualitativement. Ouais, c'est un problème. Après, on pourra en reparler. Mais par rapport à une dernière question, Liverpool, tu disais que le top 4, c'est mort pour eux. Est-ce que vous croyez au top 4 pour Liverpool ? Ouais, moi j'y crois. Vous savez quoi, je suis supporter avant tout, moi j'y crois. Si moi j'y crois pas, si les supporters n'y croient pas, qui va y croire? Je te rappelle qu'en 2021, tu n'y croyais pas non plus. Hein. Ouais, mais non, en 2021, j'y croyais vraiment pas parce que c'était vraiment inédit. Mais là, justement. Je te rappelle même qu'on a. Et je vais même te faire rappeler qu'on avait parié là-dessus, même pour te dire. Non, je sais. Mais là, tu vois la différence en 2023, c'est que justement, il y a eu 2021. Ce qui fait me dire que, écoute, franchement, il y a moyen qu'on remette ça encore une fois.
Parce que je me dis, autant Arsenal, pour moi, c'est fait, Manchester City, c'est fait, et United... C'est fait. Non, mais, attention. non, mais dans le sens, pour le top 3. Ah, oui. Pour le top 3, Arsenal, Manchester City et United seront probablement dans le top 3. Ça, c'est Autant la 4e place... Moi, je te dis, la quatrième place, ça peut se faire parce que déjà, on a réussi à taper Newcastle 2 fois. Leurs 2 seules défaites cette saison, c'est nous, littéralement, aller-retour. Tottenham, on les a battus chez eux au match aller et le retour est à Anfield. Donc, je suis plutôt confiant. On va jouer bon, c'est Tottenham, quoi. Ouais, Tottenham, attention, parce que si faire un petit braquage. Hein. En fait, ça dépend. Si c'est Stellini qui dirige le match, je suis pas confiant. Mais si c'est Antonio Conte, je me dis bon, peut-être. Demain, on joue Manchester United à Anfield, pardon, et bizarrement, je sens bien. Genre, je me dis, peut-être, soit on se fait tarter en bonne et due forme, soit je me dis, on fait ce qu'il y a à faire. Tu dis que comme le match, c'était pas comme le match à nous, c'était un lundi, donc ça va. Ouais, et déjà, on joue un dimanche à 17h30. Ça, c'est des matchs dans des bonnes conditions. Vous nous faites jouer des matchs lundi 21h, samedi 20h45. C'est pas des choses normales. On est des clubs de première ligue. On n'est pas des clubs de Liga. D'où on joue à 21h. Ça, c'est pas normal. Non, la FA, il faut se gérer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les mecs. En plus, tu nous rends dans des bourbiers, là. Lundi 21h, tu joues qui? Crystal Palace, Selhurst Park. Oh. Avec Henderson qui contre un coup franc d'Alexander-Arnold. Ce coup franc là, je vais vous dire, il m'a énervé. Henderson a mieux défendu sur le coup franc de son coéquipier que sur toute la saison. Est-ce que c'est normal? Non, est-ce que c'est normal? Franchement, le coup franc, je vous le jure, il était millimétré. Il partait dans la lucarne. Tout le monde l'a vu dans la lucarne. Trent l'a vu dans la lucarne. Et là, un mur. Comme dans les Chevaliers du Zodiac, le mur de cristal au numéro 14. C'est pas normal. Franchement, j'en ai ras-le-bol de lui. C'est bon, je vais parler à ma place parce que si je pars, ça y est, frère. Tu rigoles, mais c'est tellement symptomatique. Tu prends ça à la rigolade, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est dépitant, c'est là. C'est très drôle, ceci dit. Hein. Vas-y, moi, je me régale. Vas-y, il est content, forcément. Mais c'est bon, on a Casemiro maintenant. Oui, regardez, j'ai Martinez Varane. Oui, Henderson juega contra vosotros. Non, mais t'as vu la grande différence. Franchement, le symbole entre United et Liverpool. Ils ont Casemiro, on a Fabinho. Regarde l'injustice. Regarde l'injustice. Attends. Je te rappelle que Fabio, il était quand même chaud quand il est arrivé à Liverpool. Oui, non, et Casemiro, quand il arrive à Manchester, tout le monde le voyait comme un panier boy au dernier moment. Écoute, la grande différence qui fait entre un milieu de terrain défensif très efficace et un milieu de terrain défensif un peu moins efficace concerne le taux de cheveux sur le crâne. Voilà, il faut le dire ce qui est. Voilà, citez-moi un joueur chauve dans les années 2010-2020 qui est fort au foot. Et j'attends. Moi, j'en ai pas trouvé encore. Kanté. Kanté, il a fait. J'ai une photo où Kanté est en train de faire ses contours. Mohamed Camara. Oui. Camara. Oui. Oui, mais ça compte pas, frère. Ça compte. Ça compte. Benzema aussi pendant un moment. Non, Benzema, il avait. Non, Benzema, non, quand même. Je me rappelle, Benzema était chauve. Benzema était chauve. Il a été chauve durant les années 2010, c'était à l'Euro 2012. Et zéro pointé. Il y a eu 0 sur 20, littéralement. Bien sûr. Moi, je vous dis, la théorie. Si votre joueur est chaud. Oh non, s'il a un peu de. Non, il a des cheveux, Il a des cheveux doux. Il a un duvet, ouais. Arrêtez. Attends, c'est quoi maintenant le débat? C'est voir le mec qui est chauve, est-ce qu'il est fort au foot? C'est ça le débat? Exactement. Et ça, c'est une théorie que je défendrai. Retrouvez-moi, conférence de Stanford, 15 juin 2023. Regarde Fred, il a fait des locks, il est fort au foot. Frère d'avant, il avait presque rien sur le caillou. Le flop du siècle. Depuis qu'il a fait ses locks là, c'est pas de bizarre là. Ouais, c'est très moche. Pogba, quand il avait pas de cheveux, il était fort. Oui. Ça a duré le temps d'un snap. C'est comme Kimpembe caillou contouré, il est fort. Voilà. Ah, ça c'est vrai. Ouais. Fabinho, ça a duré le temps d'un snap aussi. Ah bon? Voilà. Ouais. Bref, thématique suivante, s'il vous plaît. On va passer à l'adversaire de Liverpool, Jingle Real Madrid.